Bastogne, le 17 décembre 1944. Ce matin, j'ai pu assister à l'office dominical. Le père en chair nous a annoncé le retour possible des Allemands. Durant le repas de midi, mon père a déclaré que si le supérieur franciscain avait raison, nous quitterions Bastogne. Ma mère a pleuré doucement, tandis que je m'interrogeais de savoir comment leur annoncer que dans ce cas, comme infirmière, ma décision était prise. Pas question de quitter Bastogne. Le travail n'y manquera pas. Après-midi, chez nos voisins, sont arrivés leurs cousins du Grand-Duché, apparemment affolés. Mon père est allé aux nouvelles. Les Allemands ont forcé une brèche dans la ligne américaine à hauteur du Luxembourg. Ils foncent sur la Belgique. Une demi-heure. C'est le temps qu'il a fallu à mes parents pour plier bagages et être prêts à évacuer. Les cris, les larmes et les supplications n'ont pas suffi. Ma décision est irrévocable. Je suis et je reste à Bastogne. Ils sont partis sans comprendre, ou sans vouloir me comprendre. Je suis restée sur le seuil de la porte, jusqu'à ce que la voiture disparaisse dans le brouillard épais. La radio nous informe très vaguement. De toute façon, à 18h, une panne d'électricité coupe court à toute nouvelle radiophonique. Je suis obligée de terminer mon journal à la lueur d'un quinquet. Je vais me rendre à l'hospice. Qui sait, on aura peut-être besoin de moi. Après leur attaque surprise du 16 décembre, les Allemands profitent de conditions atmosphériques nuageuses, empêchant tout recours à l'aviation de la part des Alliés pour poursuivre leur tentative de percer vers Anvers. Malgré une résistance acharnée des Alliés, la colonne blindée du colonel Piper arrive en vue de Stavelot après avoir fait tomber Losheim. Dans le Schnee-Eifel, la 106e division d'infanterie américaine est prise au piège et encerclée par les Allemands. À l'approche de nos frontières, les armées d'Hitler font face à quelques poches de résistance du côté de Clairvaux. Les Allemands approchent dangereusement de nos contrées. Dans les villes et villages ardennais, on ne peut ignorer qu'il se passe quelque chose du côté grand-ducal. Papa m'avait dit qu'il avait entendu toute la nuit, donc samedi soir, qu'il avait entendu le début de la nuit, la canonnade du côté du Grand-Duché, n'est-ce pas? Et il suivait les informations à la radio quand c'était possible. Et tout le monde, la rumeur disait que les Allemands avaient repris l'offensive. Et alors le dimanche matin, nous avons déjà vu des réfugiés luxembourgeois venir de Moinet, passer par Bourcy, se diriger vers Noville. Il disait que les Allemands étaient à Clairvaux. On a entendu la canonnade qui venait du pays de Bourcy et tout ça. Les premiers réfugiés venaient déjà de Bourcy, 7 rue, Cohan. Et alors, ils venaient déjà demander l'hospitalité ici à Bertogne. Nous, le dimanche après-midi, les enfants, nous étions au patronage chez les sœurs, ici à l'école des filles. Et vers les 5 heures, il y a eu un bruit infernal dans le ciel et on a vu passer un engin tout rouge. On aurait dit qu'il avait un tas de casseroles attachées à son derrière. Nous l'avons regardé passer par les fenêtres. Il est allé tomber 1 kilomètre plus loin, c'était un V1. Et la canonnade était dans le nord, on entendait réellement l'attaque allemande alors qu'on est à 80-90 km. Et alors directement, naturellement, les gens se sont affolés, ont commencé à s'organiser pour se tenir dans les caves, mettre les réserves de côté, les matelas dans les caves, boucher les différentes entrées pour se protéger au maximum parce qu'on se doutait que c'était pour nous. C'était vraiment vers nous que ça arrivait.
l'après-midi du dimanche, nous sommes allés dans nos bois et nous avons longé la route qui va de Moinet à Bourcy. Donc là, il y avait une mine de plomb, la route de Chifontaine. Et là, nous voyions passer des Américains, mais qui avaient l'air très soucieux. D'habitude, surtout les gosses, on les saluait, ils nous jetaient des rations K, des chewing-gums, des cigarettes, etc. Et là, ils avaient, donc dans leur camion, ils avaient les mains crispées sur des mitrailleuses. Et on se dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Et à peine le temps de se dire ça, nous avons subi notre premier bombardement, parce qu'en fait, je vous dis, on l'ignorait totalement. C'était pour nous absolument impossible que les Allemands puissent revenir. On avait une confiance absolue dans nos libérateurs et on s'est rendu compte qu'il tombait quelque chose. Mais on ne savait même pas que c'était des obus d'artillerie, puisque pour nous, ce n'était pas possible qu'ils reviennent. Le dimanche 17 décembre, nous étions plusieurs personnes du village ici au carrefour de Nef et nous avions remarqué que plusieurs véhicules militaires partaient déjà vers le Grand-Duché et des civils qui venaient déjà du Grand-Duché vers Bastogne. Et alors, le lundi 18, donc, ces véhicules-là, il y en avait de plus en plus vers le Grand-Duché et des civils qui partaient déjà vers Bastogne. D'autres signes ne manquent pas d'intriguer les civils. Ainsi, à Vielsalm, où un quartier général allié est installé dans la caserne Ratz, les mouvements de troupes sont révélateurs d'une situation tendue du côté des cantons de l'Est. C'était un QG important qui était installé dans la caserne Ratz, qui se trouve là sur le dessus de Vielsalm, à Rancheux, et où ils avaient de gros dépôts de nourriture et de carburant, ce que les Allemands évidemment essayaient de prendre. À de nombreux endroits, les véhicules militaires fouillant la zone des combats croisent les véhicules montant au front, provoquant de gros embouteillages. On peut parler d'un charroi qui se croisait, parce que la petite route de Rancheux dont je vous parle, qui était la route qu'ils empruntaient pour aller vers l'Allemagne, pour aller vers le front, n'était pas large. Et généralement, ils se croisaient là sur la route et on entendait ce charroi, il n'avait pas facile à monter et à descendre, comme on disait. C'était pas facile et en effet, le charroi était abondant. Mais à ce charroi se mêlait aussi l'affluence des gens, des civils venant des cantons de l'Est, des cantons rédimés, et qui évacuaient, qui essayaient de se sauver vers le nord, qui quittaient les cantons rédimés. Et je me souviens que mon père, nous habitions ici plus bas, dans une maison qu'on appelle les Tilleuls, qui est sur la route de Grand-Leu. Et je me souviens très bien que mon père a reconnu des gens qu'il connaissait là-bas des cantons, il les a interrogés. Et ces personnes lui ont dit, mais sauvez-vous, les Allemands sont là, nous quittons, ils sont derrière nous. Et il faut partir. Ce qui a vraiment créé la panique parmi les gens ici de la région. Nous avions des Américains qui étaient derrière notre maison. C'était l'équipage d'un Half-Track équipé de 4 mitrailleuses. Pardon. Et ce Half-Track-là avait pour but de protéger éventuellement des avions allemands, alors qu'il n'y en avait pratiquement pas, les dépôts de munitions qui étaient établis le long des routes menant de Bourcy vers Beur, Buret, Hoffelt et le Grand-Duché. C'est après qu'on a su que les Américains n'étaient jamais entrés tellement loin en Allemagne, à peine une bonne trentaine de kilomètres. Donc à vol d'oiseau, les Allemands étaient encore à 50 kilomètres de chez nous. Donc le dimanche après-midi, de petits obus sont tombés près du pont à Bourcy, près du pont du chemin de fer, derrière chez nous, etc. Et alors les Américains du Half-Track qui venaient tous les jours chez nous, maman faisait leur lessive et tout ça, ne voulaient pas nous affoler, mais on sentait bien qu'ils étaient inquiets. D'ailleurs, le samedi soir, ils étaient déjà allés derrière le bois, à la recherche peut-être de patrouilles allemandes qui auraient été infiltrées. La surprise étant totale du côté allié, de nombreuses unités sont plongées dans une totale confusion. Il y avait énormément de confusion. Les officiers ne savaient pas quel chemin prendre, où ça se passait. Heureusement, le colonel Nelson, qui dirigeait le 112e régiment, a réussi à maintenir ses hommes ensemble.
Nous sommes restés unis et nous n'avons pas eu trop de pertes parce que nous avons su nous en sortir malgré tout le trafic qu'il y avait sur les routes. Parce qu'il y avait des troupes dans les deux sens. Certaines partaient, d'autres revenaient. C'était terrible. Vous aviez certaines unités qui étaient vraiment paniquées, d'autres au contraire. Et je pense que là, vous devez faire un peu le tri entre le vétéran, c'est-à-dire l'Américain qui a déjà monté plusieurs fois en première ligne, et celui qui y va pour la première fois. Je crois que là, ça se sent. N'est-ce pas? C'est pas qu'il est prêt à tout, disons, mais quand même, il exploite chaque situation, il parvient à tout faire. Non, là, on sent que quand vous avez affaire à je ne vais pas appeler un baroudeur, mais un qui a déjà de l'expérience dans le métier de la guerre, ça fait quand même une forte différence. La confusion est également renforcée par la force Kordzeni, une série de patrouilles allemandes déguisées en patrouilles américaines. C'était aussi un SS allemand, SS veut dire Schutzstaffel, un SS allemand qui avait mis en place des unités, mais ils n'étaient pas très nombreux. Ils avaient des véhicules américains qu'ils avaient naturellement volés aux Américains. Ils avaient de l'équipement américain. Ils parlaient l'américain. Et ils essayaient de s'infiltrer dans les troupes américaines, ce qui a causé, parce que les Américains ne sont quand même pas dupes, ils l'ont très vite remarqué, ça. Alors, ils ont mis tout un système en place outre des mots de passe, ils demandaient autre chose, des questions bien spécifiques que seul un Américain savait répondre. Et ça a quand même eu comme résultat que les troupes américaines étaient très nerveuses. Quand on repense à ça, on se demande déjà premièrement comment est-ce qu'on a pu survivre avec tout ce qui s'est passé à ce moment-là, avec les tirs, et qu'on était même à certains moments à l'extérieur, puisque nous avons dû quitter pour aller à Milichamps. On se dit, nous avons une terrible chance de pouvoir encore vivre aujourd'hui. Et quand on repense à ça, vous savez, il y a une chose certaine, on ne voudrait jamais plus revivre de choses pareilles.